Bonjour à tous. Je porte aujourd'hui mon projet doctoral qui vise au développement et la validation expérimentale du concept de l'atténuation active de la puissance acoustique rayonnée par un turbofan avec un RHAPS, donc un réseau de sources acoustique et des microphones en champ proche. Ce projet a été dirigé par Philippe Michaud et Alain Berry, encadré et soutenu par Safran Nacelle et réalisé au sein du GOS à l'université de Sherbrooke. Pour commencer, je vais montrer quelques éléments du contexte du projet. Ce projet a été initié suite à plusieurs constatations. La première, c'est les villes grandissent de plus en plus, donc on a un rapprochement géographique entre les aéroports et les centres urbains. De même, le trafic aérien ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années, ce qui fait que l'ACAR, donc un organisme de régulation européenne, a visé des objectifs de réduction des nuisances sonores de 65% pour la génération des avions de 2050 par rapport à la génération de 2000. L'ensemble de ces contraintes, de ces objectifs, a poussé les laboratoires et les entreprises à rechercher de nouvelles solutions innovantes pour la réduction de bruit. On peut cibler comme ça la géométrie des turboréacteurs, des nacelles, ou les traitements passifs et actifs qui ont été optimisés dans les années précédentes. Dans la suite du projet de présentation, je parle de nacelles et turboréacteurs. Ici, il y a une image de ce que c'est. Donc on a au centre un turboréacteur qui est ici, donc le moteur de l'avion. Et autour, on a la nacelle qui va jouer les rôles de soutien mécanique pour le turboréacteur et également d'atténuation acoustique pour le rayonnement de celui-ci. Ensuite, on va montrer quelques éléments d'état de l'art qui vont conduire à la problématique de mon projet. On peut étudier le rayonnement acoustique d'un avion en observant ces deux graphiques-là qui correspondent à la séparation de l'origine des bruits qui constituent le rayonnement d'un avion. On a en phase de décollage la principale contribution est le bruit de fan, donc le bruit de soufflante, qui contribue quasiment totalement au bruit global de l'avion. Et en phase d'approche, on a le bruit de soufflante ici, et également un bruit aérodynamique qui est le bruit du train d'atterrissage. Quand on voit ces deux graphiques-là, on peut se dire que la réduction du bruit de soufflante est un bon élément pour avoir une atténuation globale du bruit sur l'ensemble des phases de l'avion. C'est pourquoi on va se focaliser uniquement sur le bruit de soufflante, qui est un bruit à fort niveau acoustique, tonal. On montre ici un spectre des différentes contributions des bruits dans un avion. On a le bruit de soufflante qui est ici en vert. On marque plusieurs raies. Les fréquences de ces raies sont liées à la vitesse de rotation de la soufflante, donc N ici, et au nombre de pales de la soufflante B ici. Et on peut définir les fréquences d'apparition de ces raies. Pour la suite du projet, on va uniquement s'intéresser à la composante fondamentale du champ acoustique du bruit de soufflante. On voit ici une nacelle et on voit que c'est une géométrie qui est assez complexe pour à la fois les approches aérodynamiques et acoustiques. C'est pour ça, dans la suite du projet, on va utiliser le formalisme de guide d'onde cylindrique. C'est un formalisme qui est largement utilisé dans la littérature pour l'étude et l'analyse des propagations de champs acoustiques en son sein. On introduit également les concepts de décomposition modale et de mode, MN, avec M le mode azimutal et N le nombre radial de chacun des modes. On montre ici deux exemples de modes, mode 8.0 et mode 1.2 dans un conduit cylindrique. Et il y a une relation directe entre la pression acoustique dans ce conduit et le mode et l'amplitude modale de chacun des modes propagés dans le conduit. On montre également le concept de fréquence de coupure de ces modes, qui est donné via le formalisme suivant. Si la fréquence de coupure du mode choisi est supérieure à la fréquence d'étude, on aura un mode qui va être évanescent, c'est une propagation qui va être à décroissance exponentielle. En revanche, si cette fréquence de coupure est inférieure à la fréquence d'étude, dans ce cas, le mode va être propagatif et va donc propager l'énergie et participer au rayonnement du champ acoustique en dehors du conduit. Ce concept de mode évanescent et propagatif est important pour la définition du nombre d'actionneurs et de contrôleurs d'actionneurs et de microphones nécessaires au contrôle, la génération, contrôle et la décomposition modale du champ acoustique, car il faut un nombre minimalement égal au nombre de modes propagatifs pour pouvoir avoir assez de degrés de liberté pour pouvoir mesurer, contrôler et générer les modes qu'on souhaite. Dans le passé, il y a eu plusieurs projets qui ont visé la réduction du bruit en nacelle. On parlait des projets Open Air et Silencer, des projets européens qui apportaient de nombreuses avancées sur ces points. On parlait du développement bien présent aujourd'hui des moteurs à autodilution. On parlait d'optimisation des soufflantes, des pales soufflantes typiquement qui ont été optimisées géométriquement
pour limiter le rayonnement acoustique du bruit de soufflante, et également l'optimisation de traitement passif en nacelle. Donc on parle ici du traitement passif, donc c'est les éléments qu'on voit ici en très gras. Donc c'est l'emplacement des traitements passifs dans une nacelle typique d'un turboréacteur. Et les traitements passifs sont souvent composés de panneaux, composés de cellules reprenant le principe des radiateurs d'Helmholtz. Et donc ce type de paroi tapisse une nacelle. Le lien entre le traitement passif et l'actif a été fait avec ce concept de liner actif. Donc ce qu'on trouve ici, c'est un concept qui utilise un haut-parleur et des microphones pour former une unité de contrôle. Cette unité de contrôle est multipliée sur une paroi de conduit de nacelle et va donc imposer une impédance locale en paroi de celle-ci et donc limiter la propagation du champ dans le conduit, dans la nacelle, et limiter son rayonnement en dehors de celle-ci. Donc à propos du contrôle actif en tant que tel, dans la littérature, plusieurs types de contrôles ont été testés. On remarque principalement une architecture qui revient très souvent avec donc, le moteur en amont du contrôleur, avec un réseau de haut-parleurs, un réseau de microphones souvent placé en champ loin des sources, un contrôleur qui relie les microphones de contrôle et les haut-parleurs pour atténuer au final le champ rayonné en dehors du conduit. Donc on a plusieurs exemples dans la littérature. La NASA en 1996 qui a fait un contrôle modal avec un réseau de 16 haut-parleurs, donc qui s'est intéressé uniquement au mode qui propageait le plus d'énergie en dehors du conduit, de la nacelle, et chercher à atténuer uniquement ces modes-là pour avoir une atténuation globale du champ sans imposer trop d'actionneurs et de microphones. Donc on a obtenu une atténuation de l'ordre de 25 à 30 dB du fondamental des harmoniques en utilisant une couronne de microphones placée à l'extérieur du conduit. Seconde référence va être Olsen et ses co-auteurs en 1998, qui a déposé un brevet de contrôle actif de soufflante cette fois-ci, en utilisant des sources acoustiques piezoélectriques, c'est les sources qu'on voit ici, donc qui étaient basées sur la génération d'un écoulement d'air pulsé en amont et en aval de la soufflante pour atténuer le rayonnement du bruit de soufflante dans la nacelle et donc limiter la propagation de celui-ci. Le dernier point que je voulais aborder, c'était Sommerfeld en 2007, qui a proposé un contrôle en utilisant des unités de contrôle, donc composées de haut-parleurs et de microphones un peu de manière similaire à ce qui était fait sur les liners actifs. On a un contrôleur feedback qui permettait d'avoir une atténuation de l'ordre de 19 dB sur les 5 premières harmoniques du champ primaire dans le cadre d'un ventilateur industriel. Donc ce type de contrôleur dans les ventilations industrielles peut être facilement transposable dans une approche nacelle. Un nouveau point intéressant sur le contrôle va être l'apport des contrôleurs harmoniques. Donc l'intérêt d'utiliser un contrôleur qui est défini à la pulsation d'étude, donc comme gaz 0 dans ce graphique-là, avec une simplification du contrôleur, un allègement des volumes de calcul du fait du travail avec des phaseurs. On met d'ailleurs en lumière le concept d'enveloppe complexe, qui est basé sur les signaux de contrôle, typiquement E de T ici et U de T. On va démoduler ces signaux en amont du contrôleur et les moduler en arrière pour obtenir des phaseurs, donc amplitude des phases, et réaliser le contrôle sur ces grandeurs-là. Ce contrôle harmonique peut être également développé en multivariable, MIMO ici, avec les approches par exemple centralisées, comme on a vu ce qui a été fait par Sommerfeld, donc avec uniquement une unité de contrôle indépendante, donc ce qui permet d'avoir un allègement encore du contrôleur avec des matrices de contrôle de transfert qui sont diagonales, donc chaque unité est indépendante. Cependant, si l'hypothèse d'indépendance des unités n'est pas respectée avec une interaction forte entre les différentes unités, on peut avoir une perte de robustesse et donc un contrôle qui n'est plus efficace. Le deuxième point de mon projet vise à l'étude de l'utilisation des sources aéroacoustiques. C'est des sources qui utilisent un écoulement d'air pour générer un niveau sonore. Donc ils ont les caractéristiques de générer des forts niveaux tonaux, avec une implantation possible dans des environnements qui sont assez agressifs, par de température ou d'écoulement, ce qui fait lien directement avec les nacelles. On a un bon compromis entre la capacité de ces sources et l'énergie acoustique disponible. C'est-à-dire à la différence des haut-parleurs qui, pour générer des forts niveaux tonaux en basse fréquence, vont devoir faire un compromis avec un gros volume, les sources acoustiques, donc leur capacité n'est pas dépendante de la fréquence qu'on doit générer. Donc, ce qui peut être intéressant pour les approches en nacelle. On distingue deux types de sources. Donc la première qui va être les sliders, donc source à guillotine, qui est basée sur la mise en translation d'un élément qui vient hacher un écoulement d'air.
Le contenu spectral de ce champ acoustique généré est totalement pilotable en temps réel, donc par un avantage pour ajuster en temps réel le champ acoustique généré. Cependant, on est limité aux faibles fréquences qui sont liées à la conception complexe de ce type de source. Donc ici, on montre une source utilisée par Brundle et Elliott en 1999 sur une approche de contrôle actif de bruit. La seconde type de source sont les choppers ou hacheurs de débit. Donc ici, l'obstruction de l'écoulement est réalisée par soit un disque, soit une cage en rotation. Donc l'avantage, c'est qu'on peut atteindre des fréquences beaucoup plus élevées. En revanche, le contenu spectral est défini à la conception de ces sources-là. On ne pourra pas le modifier lors d'utilisation. Donc ici, on montre un type de source qui a été utilisé dans une approche par Philippe Michaud en 2017. Donc l'ensemble de ces sources peut être modélisé par Meyer, Mendel et Chapman dans leurs différents travaux. Donc on montre ici une modélisation simplifiée de la source, donc avec un plénum, un orifice dont l'air est variable et la génération d'un champ acoustique, QS-PS. Et donc on a un lien direct entre le débit volumique acoustique QS et la variation de l'air de l'orifice A1. Donc on a une loi de variation en fonction du temps de l'orifice qui va être liée à l'oscillation, à la rotation de la cage du disque ou à la translation des guillotines. Et donc on a un impact direct sur le débit volumique acoustique. Donc on met aussi en lumière la pression plénum, qui va être le plénum, donc la réserve d'air en amont de ces sources-là, qui va avoir un impact direct sur le débit volumique acoustique également généré. Donc on a vu dans l'ensemble de l'état de l'art plusieurs points. L'intérêt des sources acoustiques pour le contrôle actif de bruit en nacelle, avec des environnements qui sont agressifs, avec des approches qui utilisent des chantonneaux de fort niveau. On a également vu l'intérêt des contrôleurs harmoniques pour alléger le contrôle dans une approche embarquée dans une nacelle, dans un avion. Et donc l'ensemble de ces éléments conduisent à la mise en place d'une étude en monovariable qui va viser à apporter une preuve de concept du contrôle actif de bruit en utilisant un HAPS en conduit. Donc un HAPS, c'est une source qui a été brevetée au sein du laboratoire, dans un laboratoire avec Safran Nacelle, dans un cadre de contrôle actif. L'objectif est de minimiser la pression acoustique comme microphone de contrôle avec 20 dB d'atténuation de la fréquence fondamentale du champ primaire. Donc on a une étude en mode plan. Donc comme on a vu précédemment dans l'état de l'art, c'est qu'on a un seul mode propagatif, donc on peut implanter une seule source de contrôle, une seule source anti-bruit pour le contrôle actif du bruit dans ce conduit. Donc le HAPS, donc la source de contrôle qu'on a choisie, donc c'est une source brevetée au sein du laboratoire composée de deux éléments, une valve de régulation de débit qui va ajuster le débit moyen dans la source, et un chopper, donc un hacheur de débit qui va ajuster la phase du champ acoustique généré. Donc l'ensemble de ces deux éléments sont pilotés via un contrôleur. Donc on voit ici qu'on a un schéma bloc récapitulatif du contrôleur utilisé. Donc on a l'amplitude qui va piloter la valve qui va être l'élément plutôt en bas. Donc avec un contrôleur proportionnel intégral qui va ajuster la position de la valve et du coup ajuster le débit volumique acoustique, moyen dans la source. Donc le contrôle de cette valve est en basse fréquence. On pourrait imaginer un contrôle en sous-bande, en fréquence, dans l'ensemble des tests réalisés. Le second point plus critique est le contrôle de la phase. Donc, ce contrôle de phase, lui, est réalisé grâce à une boucle d'évarage de phase. Donc on va utiliser la phase signal de commande donnée ici, construire un signal de référence YR ici, le comparer au signal de phase enregistré grâce à un encodeur sur le hacheur de débit, passer par les étapes de filtrage et d'extraction de la phase de ce signal d'erreur pour tenir l'erreur de phase, donc l'écart entre les deux phases du signal de référence et du signal mesuré. Et via un contrôleur intégral, proportionnel intégral, on va déduire le contrôle à faire sur le moteur du hacheur de débit et donc avoir une boucle d'asservissement de la phase du hacheur sur la phase de référence. Donc ces concepts de phase et d'amplitude sont importants car on peut traduire directement l'objectif d'atténuation de 20 dB de la pression en précision sur l'amplitude et la phase de la commande de la source. Donc typiquement, si on veut une atténuation de 20 dB avec une probabilité de 99,73%, on doit au minimum avoir 8,7% d'erreur, au maximum avoir 8,7% d'erreur sur l'amplitude et 4,98 degrés d'erreur sur la phase. Donc ces deux grandeurs vont pouvoir être liées, comme j'ai dit, directement à l'atténuation obtenue. Et donc au final, quand on aura les résultats d'atténuation avec ce type de source, on pourra directement les relier
à la précision de la source. Donc, le second point du contrôle qu'on met en place, de la preuve de concept, va être le contrôleur harmonique qui va utiliser ici dans le complexe, comme on l'a vu dans la littérature, dans l'état de l'art, pardon. Donc on a I-T qui va être le signal qui va être mesuré au microphone de contrôle, qui va subir une étape de démodulation, dont on présente la formule ici, obtenir le phaseur Y, donc qui va donner amplitude et phase, passé par le contrôleur, qui va donner le signal de commande U. Donc U qui est également un phaseur, et ce phaseur va être modulé par le HAPS lui-même. Le HAPS peut jouer un rôle de modulateur paramétré, et va permettre d'avoir le champ acoustique généré en passant par la fonction de transfert entre la commande de la source et l'amplitude mesurée, la pression mesurée par un microphone de contrôle. Donc on définit également la fonction de transfert H des G-0, donc définie à la pulsation de l'étude. Donc cette fonction est définie avec deux hypothèses. D'abord, on a une fonction de transfert qui doit être stationnelle dans le temps, donc ne pas avoir de variation de celle-ci dans l'ordre des essais. Également une variation lente de la commande U façon de répondre du système. Typiquement, il faut qu'on puisse capter les effets d'une variation de U au microphone de contrôle avant de modifier la commande elle-même. Donc quand on a mis en place l'ensemble de ces éléments, on peut définir la relation entre la pression mesurée au microphone de contrôle Y de T, donc le phaseur, la fonction de transfert H des G-0, le phaseur de la commande à la source secondaire, donc au HAPS, U de T, donc toujours un phaseur, et le phaseur du champ primaire. Donc on a une relation qui lie l'ensemble de ces variables. Après ça, on peut définir le contrôleur intégral qui définit l'évolution de la commande en fonction du temps. Donc on récupère bien le phaseur de la pression mesurée au microphone de contrôle, l'estimé de la vente de transfert, et on a mu qui va être le gain de convergence qu'on va choisir faible pour respecter la condition de variation de lente de la commande U. Donc ensuite on implante ce contrôleur en pratique avec par discrétisation. Donc on obtient un intégrateur numérique dont est définie la formule ici. On a l'évolution de la commande à chaque itération K en fonction de la mesure du phaseur YK. Donc ce contrôleur et cette source sont placés dans un banc de test. Donc ce banc de test est composé d'un conduit carré de 2 pouces de côté pour générer uniquement le mode plan avec les fréquences qu'on a ciblées. Un HAPS en paroi de ce conduit, donc il est ici ou sur le schéma ici. 2 chambres de compression pour générer le champ primaire dans la veine. Un microphone de contrôle qui peut être placé soit en paroi à l'intérieur du conduit, donc ici, soit à l'extérieur en regard de la bouche. Donc la bouche de la veine est donnée ici, le petit carré noir qu'on voit ici. Le microphone de contrôle externe va être celui qui est en face de la bouche à 1 mètre. Et on a un hémisphère de 10 microphones pour mesurer le niveau de pression moyen avant-après contrôle, en déduire les performances de contrôle obtenues. Donc le protocole expérimental qu'on met en place définit des études entre 500 et 800 Hz avec un pas de 50 Hz en étudiant deux stratégies qui sont la stratégie en minimisant la pression du microphone de contrôle interne et externe, et deux types d'études, une analyse spectrale du champ acoustique après contrôle et une analyse des performances d'atténuation, uniquement la fréquence fondamentale avant et après contrôle. Donc le premier résultat qu'on peut montrer, c'est l'analyse spectrale. Donc ici on a un contrôle actif qui fait à 600 Hz avec le microphone externe. On a le graphique du haut qui va être le spectre du champ avant contrôle. Donc on voit qu'on a l'arrêt fondamental qu'on souhaite atténuer qui est autour de 100 dB à 600 Hz et les harmoniques qui sont à côté. Donc après contrôle, on voit qu'on a une atténuation de l'ordre de 30 dB de cette arrêt fondamental sans altérer le niveau des harmoniques de rang supérieur. Donc on a une première preuve du concept de contrôle actif de bruit avec ce HAPS qui permet en plus de ne pas altérer les harmoniques, de ne pas amplifier le champ après contrôle. Donc l'ensemble des résultats concaténés sont présentés dans le graphique ici. Donc on a en noir le niveau sans contrôle, en gris foncé le niveau après contrôle avec le microphone interne, et en gris clair le niveau après contrôle avec le microphone externe. Donc on voit que dans les deux cas, on a un niveau qui est très similaire pour les deux positions de microphone. On réalise également pour chacun des cas, chacune des fréquences 4 essais sont réalisés. Donc on peut tracer une barre d'erreur correspondant aux 4 essais, et on remarque que cette barre d'erreur est assez faible, ce qui permet de dire qu'on a une faible variation de la fonction de transfert qui était une des hypothèses pour définir le H de J-0 dans les slides précédentes. Et on a également un niveau qui reste assez constant après contrôle, donc, qui pourrait être traduit par l'obtention d'une limite physique obtenue après contrôle.
Donc l'ensemble de ces résultats montre bien qu'on a une preuve de concept du contrôle actif de bruit avec un seul HAPS placé en paroi, au-delà de 20 dB sur l'ensemble de des résultats. Donc on peut directement traduire ça avec la précision de la source, comme précisé précédemment. Et donc la source qu'on a conçue est assez précise pour obtenir au moins 20 dB, voire des fois 30 dB sur les fréquences les plus élevées. Donc une fois qu'on a mis en place cet essai-là, on va pouvoir extrapoler nos résultats, notre étude, pardon, à un cas multimodal. Donc l'idée va être de prendre en charge davantage de contraintes liées à une application en nacelle, donc en étudiant la faisabilité du contrôle actif de bruit dans un contexte multimodal. Donc pour cela, on met en place un cahier des charges avec le partenaire avec Safran Nacelle, le partenaire industriel, donc qui limite les bornes de l'étude. Une étude entre 400 et 1200 Hz avec un niveau de puissance du champ primaire égal au moins à 120 dB. On a également la définition des modes qu'on souhaite propagatifs dans le conduit. Donc on voit ici les modes plan 1, 0 et 2, 0. Donc c'est la multiplication de nombre de modes qu'on souhaite propager conduit directement à l'utilisation de plus de sources. Donc, typiquement, si on prend un cas avec 6 sources, dont on définira ensuite le rôle, il faut qu'on ait au moins 5,4 degrés d'erreur sur l'amplitude et 2,6 degrés d'erreur sur la phase pour obtenir 20 dB d'atténuation au global sur le niveau. Donc on voit ici qu'on a une précision qui est supérieure au cas avec un seul HAPS, mais l'augmentation division par 6 du nombre de sources n'est pas linéaire avec l'augmentation de la précision nécessaire. On met également en place dans cette étude une stratégie de compensation qui va utiliser des microphones en champ proche et non plus utiliser des microphones à l'externe du conduit. Donc l'ensemble de l'étude va être basé sur une étude analytique, ensuite numérique et expérimentale pour apporter une preuve de concept générale du contrôle actif de bruit. Donc, la première étude qu'on souhaite discuter, c'est le nombre de sources qu'on implante pour le primaire et le secondaire dans le conduit pour pouvoir générer le champ primaire et contrôler le champ propagé. Donc on a, comme dit précédemment, les modes plan 1.0 et 2.0 qui sont souhaités par le partenaire industriel. Mais il ne faut pas oublier que les fréquences de coupure de ces modes 1.0 et 2.0 sont les mêmes que les fréquences des modes opposés, donc moins 0 et moins 2.0. Donc on a bien 5 modes propagatifs, ce qui nous pousse à placer au minimum 5 sources primaires, secondaires dans le conduit. Donc dans un souci de redondance et de robustesse, on choisit de placer 6 sources pour pallier à une éventuelle défaillance des sources primaires ou secondaires lors des essais. Le problème de ce type d'implantation avec plus de sources que d'éléments contrôlés, de degrés de liberté, est d'avoir un système surdimensionné, donc d'imposer des éléments de régularisation de matrice, typiquement d'analyse numérique, pour réaliser le contrôle au final. Donc l'ensemble de la problématique peut être schématisé avec ce schéma-là. Donc on a le conduit qui est en noir ici. On a les sources primaires pilotées par le vecteur P, donc ici à gauche du schéma. On a les sources secondaires U, en vert piloté par le vecteur de commande U, le vecteur pression mesuré au microphone en champ proche Y, et le vecteur de pression mesuré à l'extérieur Z. Donc ensuite on a des liens entre toutes ces variables avec les matrices de transfert D, E, H et G. Donc avec l'ensemble de ces variables, on peut définir un système d'équations qui relie l'ensemble des variables et donc avoir une modélisation plus simple de la problématique. Donc, le problème de contrôle qu'on souhaite faire peut être analogue au problème standard. Donc il s'agit de contrôler, de minimiser le champ rayonné extérieur, donc ici Z, en contrôlant uniquement des sources avec le vecteur de commande U et en mesurant le résultat de cette commande avec le vecteur de pression Y. Donc en cela, on a un contrôleur qui va relier Y à U pour minimiser une grandeur extérieure Z. Donc quand on utilise les vecteurs et les matrices de notre système, on a ce schéma bloc là, donc on a bien les 4 matrices de transfert, les 4 vecteurs de commande et de mesure, et le contrôleur C ici, qui va être un contrôleur qui a les matrices de gain pleines. On a un transfert croisé et direct entre U, la commande U, et le vecteur de mesure Y. Donc l'idée étant de minimiser le champ de pression Z, donc on va pouvoir définir une matrice de gain C optimale qui minimise ce vecteur de pression, donc Copt, qui est fonction de l'ensemble des matrices de transfert, donc G, E, D et H, qui est totalement indépendant du champ primaire P, donc on n'a pas donc le Copt est constant à une fréquence donnée.
Le problème de ce contrôleur avec ce C, il est impossible de mettre en place dans une implémentation pratique du fait de la causalité entre U et Y. C'est pour ça qu'on va utiliser une matrice de compensation M qui est donnée par l'inverse de ces matrices de matrice C. Donc on peut également définir en fonction des matrices de transfert H, D, G et E. On trouve toujours indépendance au champ primaire P. Et on peut donner une interprétation en fonction de la distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche. Typiquement, c'est plus la distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche diminue, donc plus les effets de champ proche sont importantes. Donc on va avoir besoin d'une compensation importante de ces effets de champ proche. Donc on va avoir une matrice M qui va être de plus en plus importante. Et donc la seconde partie de la matrice M, donc G, D, pardon, fois l'option inverse de G, fois E, et l'inverse de tout ça, doit être négligeable. Donc pour mettre en place ce contrôleur, on met en place une boucle de rétroaction par modèle interne. L'idée étant minimiser la puissance acoustique à l'extérieur, on cherche à minimiser l'erreur Y-MU. Donc Y le champ mesuré au microphone en champ proche, M la compensation, et U la commande aux différentes sources anti-bruit. Donc pour ça, on met en place un contrôleur intégral qui vient ajuster la commande U en fonction de l'erreur, minimisant l'erreur Y-MU. On trouve un gain de convergence mu comp ici, de compensation, et une version de stabilité K, définie ici par l'inverse de l'estimé de H moins la matrice M. Donc on peut modifier ensuite le schéma bloc précédent avec celui-ci. Donc on trouve bien la matrice M définie analytiquement ici, le contrôleur qui est défini ici, et l'erreur qui est placée ici. Donc l'ensemble de ces schémas blocs peut être converti dans un schéma bloc plus proche de l'implémentation pratique. Donc on trouve bien la mesure en champ proche du niveau du champ de pression, Y de T, qu'on vient démoduler pour avoir le phaseur Y de T. On a le contrôleur qui est placé ici avec le mu, la compensation, la stabilité K, l'intégration ici, pour obtenir la commande U qui est donnée aux différentes sources secondaires, la modulation par ces sources-là, comme dans le cas de variable, pour obtenir le champ anti-bruit au final. Donc on a vu que cette matrice M était définie par les 4 matrices de transfert. On peut cependant imaginer une méthode d'apprentissage qui va viser à la mesure du transfert G et de deux vecteurs U et Y pour 4 champs primaires indépendants. Donc on va définir différents champs primaires qui sont indépendants, qui vont servir à l'apprentissage, et on va chercher pour chacune de ces champs primaires le vecteur U et le vecteur Y. Donc la première étape de cette méthode d'apprentissage va être de déterminer la commande optimale qui minimise la puissance acoustique pour les différents champs primaires d'apprentissage. Donc on a une définition avec la matrice de transfert G, et le champ primaire VK donc qui correspond au champ primaire P. Donc on peut définir le UOPT qui minimise ce champ primaire là. La seconde étape va être de mesurer, d'estimer le champ résiduel au microphone interne quand on a minimisé la puissance acoustique rayonnée à l'extérieur du conduit. Et enfin, en concaténant l'ensemble des cas champs primaires indépendants, on a du coup une matrice de champ résiduel et une matrice de commande optimale. Et donc on peut définir la matrice M via cette formule-là en prenant l'ensemble des cas d'apprentissage. Donc ce cas-là, cette méthode-là est bien dans une approche analytique. Ensuite, on peut imaginer de mesurer ces IOPT et ces YOPT, non pas pour les obtenir via un calcul, mais par mesure. Donc on met en place une stratégie de minimisation de la puissance acoustique. On se base sur la mesure de la puissance acoustique liée à une norme ISO, 3744 qui utilise un hémisphère avec 10 microphones placés sur cet hémisphère-là. Donc on va minimiser le niveau de pression sur ces 10 microphones-là, l'hémisphère, qui vient minimiser le vecteur Z qu'on a vu précédemment. Donc on trouve un contrôleur intégral similaire à l'application qu'on a vue dans le cas monovariable. Donc on va minimiser le vecteur Z en contrôlant les sources secondaires U. Donc on a un schéma bloc similaire à ce qu'on a précédemment. Donc l'idée c'est de faire converger cette boucle de contrôle, d'obtenir au final la commande optimale pour chacun de champs primaires, donc le UOPT, et de mesurer en même temps le YOPT, soit le champ résiduel au microphone interne. Et donc via la formule qu'on a précédemment, on peut définir la matrice de compensation M. Donc on a vu dans l'ensemble de cette étude analytique la méthode d'apprentissage qui permet d'arriver aux matrices de compensation et de mettre en place ce stratégie de compensation. Donc l'idée dans cette seconde étude numérique va être de valider ce concept de contrôle par compensation et d'estimer l'intérêt de celui-ci par rapport à d'autres stratégies de contrôle.
Donc pour cela, on met en place deux configurations d'études qui vont être utilisées à la fois pour l'étude numérique et à la fois pour l'étude expérimentale. Cette configuration se base sur une variation de la configuration de la veine. Donc on a une veine d'essai cylindrique qui a un diamètre de 363 mm. Donc ce diamètre est choisi en temps compromis pour permettre de générer à la fois les modes donc plan 1 et 2 de 0, sans générer le mode supérieur qui est un mode radial 0,1, et également prendre en compte les dimensions des conduits qui sont disponibles dans le commerce. Donc on a deux configurations qui sont liées à la longueur de la veine. Dans la première, qui est la plus longue, qui fait 2,53 m de long, qui va permettre d'étudier l'impact de la distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche sans être impacté par le rayonnement de bouche qui peut avoir un impact sur les microphones en champ proche. Et le second qui est plus proche de l'application nacelle, donc une veine beaucoup plus courte, qui fait 80 cm de long, qui va toujours viser à l'étude de cette distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche, mais on va également ajouter l'effet de rayonnement, l'effet de bouche, qui va pouvoir perturber, d'avoir des effets de réflexion qui va perturber sûrement le contrôle au niveau des microphones en champ proche. Donc ces deux configurations-là sont ensuite implantées dans un environnement numérique, donc sous comme ça multiphysics. On va réaliser plusieurs études harmoniques pour la détermination des transferts, des vecteurs de pression, des vecteurs de commande des sources secondaires et de commande des sources primaires. Donc on a les sources primaires qui sont modélisées par un réseau de 6, une couronne de 6 monopoles acoustiques. Pareil pour les sources secondaires, 6 monopoles acoustiques en paroi. On a la couronne des microphones en champ proche qui est modélisée par 6 points de mesure de pression. Et les 10 microphones sur l'hémisphère, donc à l'extérieur, le vecteur Z qui est modélisé par 10 points de mesure à l'extérieur du conduit, donc en champ libre. On a placé une PML, donc qui est l'espace autour qui permet d'avoir une condition de non-réflexion et de carrément en champ libre. Et l'ensemble des autres conditions des conditions limites sont des conditions supposées infiniment rigides. Donc, une première étude va être d'étudier l'impact de la stratégie de contrôle actif en comparant différentes stratégies. D'abord, en minimisant directement la pression au microphone à l'extérieur, qui va être l'optimal. C'est la première stratégie. La seconde va être de minimiser directement le microphone à l'interne. Donc de prendre les 6 microphones et minimiser la pression à ces 6 microphones-là dans le conduit. Et ensuite de mettre en place l'apprentissage et la méthode de compensation. Donc le protocole que je porte ici va être à l'étude à 1050 Hz, la génération des modes plan 1 et 2. La configuration d'étude va être la configuration numéro 2 et on va étudier l'impact également de la variation de distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche entre 10 et 300 mm. Donc on montre un premier élément de réponse avec une animation de la partie réelle du champ acoustique qui est généré. Donc on a dans la première animation qui va être le champ acoustique sans contrôle, le champ primaire pur, une propagation des modes tournants avec une propagation à l'extérieur du conduit. On voit au niveau du demi-sphère ici. La seconde animation va être le contrôle optimal en minimisant Z, la pression au microphone à l'externe. Donc on voit bien que on a un effet miroir acoustique qui apparaît avec l'énergie qui ne se propage plus après les sources secondaires. En revanche, quand on minimise la pression au microphone interne, donc qui correspond à minimiser Y directement, on voit qu'on a une atténuation qui est visible quand même, donc le niveau est plus faible que dans le cas sans contrôle, mais on a quand même une propagation d'énergie qui continue après les sources secondaires. Et dans le cas de la compensation, on voit qu'on retrouve les mêmes profils que dans le cas de la minimisation de Z, donc on a bien l'état optimal qui est reproduit par compensation. Donc cette étude-là, on peut la mener pour l'ensemble des distances entre les sources secondaires et les microphones en champ proche. Donc ce qu'on voit, c'est que la minimisation, l'optimale au microphone externe, permet d'avoir à chaque fois 40 dB d'atténuation. En revanche, la minimisation au microphone interne ne permet d'avoir que 20 dB d'atténuation autour de 200 mm de distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche, à la différence de la compensation qui, dès 25 mm, permet d'avoir au moins 25 dB d'atténuation. Donc ce graphique-là montre bien l'intérêt de la compensation pour obtenir des performances de contrôle avec une faible distance entre les sources secondaires et les microphones en champ proche. Donc on montre bien l'importance de l'apprentissage de la méthode de compensation M. Donc un dernier point, on va présenter une étude expérimentale et donc pour une preuve de concept du contrôle actif en utilisant un réseau de sources et la stratégie de compensation avec la méthode d'apprentissage. Donc l'étude s'appuie sur les équipements disponibles au sein du GOS. Donc on a typiquement
un compresseur d'air pour générer l'écoulement d'air pour alimenter les sources secondaires, qui est montré ici. On a des valves de sécurité et un débitmètre pour mesurer en temps réel le débit massif consommé par les sources. Un plénum, comme dit précédemment, qui va permettre d'ajuster la pression au sein de ce plénum pour ajuster le niveau qui va être généré par les sources secondaires, comme on a vu précédemment dans la modélisation des sources aéroacoustiques. On a une nourrice qui va répartir l'air comprimé vers les 6 HAPS qui composent le réseau de sources secondaires. Et enfin, un hémisphère qui est placé ici, un hémisphère de mesure qui permet d'estimer la puissance acoustique rayonnée par le conduit et donc d'estimer avant et après contrôle les performances d'atténuation. Donc la veine d'essai a été conçue dans une optique modulaire pour les configurations d'études 1 et 2 comme on a dit précédemment. Donc on retrouve la partie primaire donc avec les 6 chambres de compression qui permettent de générer le champ primaire multimodal qu'on contrôle parfaitement. On a les 6 sources secondaires, donc les 6 HAPS qui sont placées en paroi du conduit, donc on retrouve ici et ici. Et enfin la couronne du microphone interne, donc qui peut translater dans le conduit pour pouvoir faire varier la distance de ces sources secondaires et des microphones en champ proche. Donc le premier point intéressant à soulever sur ces HAPS, donc on a réalisé une évolution de ces sources secondaires, de ces HAPS par rapport à la première génération qu'on a montré dans le cas monovariable. Et donc on a cherché à caractériser le champ acoustique de ces seconds HAPS, seconde génération. Donc ce qu'on voit ici, c'est une analyse spectrale du champ acoustique généré par un HAPS avec un microphone à 1 mètre. Donc on a voulu générer un ton pur à 1100 Hz. Ce qu'on voit, c'est qu'on enregistre donc le spectre, et on voit que les harmoniques de rang 2 et 3 sont très présentes et sont même supérieures aux fondamentales. Ce qu'on voit qu'on a une très forte distorsion harmonique qui apparaît sur le champ secondaire, sur le champ acoustique généré par le HAPS. Donc ce problématique-là est sûrement lié à l'optimisation du profil de variation de l'air de l'orifice variable, qui a été fait de manière sinusoïdale. Et le problème de cette optimisation, c'est qu'en dans un régime subsonique, qui est caractérisé par les pressions d'alimentation qu'on utilise dans notre application, on a la création d'harmoniques avec ces variations sinusoïdales. Il faudrait avoir un profil un peu différent pour obtenir une distorsion harmonique plus faible et donc un profil plus sinusoïdal, un champ acoustique plus sinusoïdal et un ton pur plus propre. Donc l'idée qu'on voit ici, c'est de mettre en lumière le fait qu'on aura sûrement la présence d'harmoniques sur le champ acoustique après contrôle actif. Donc le protocole expérimental qui est mis en place se base sur différents points. Tout d'abord une calibration préliminaire des microphones et des boucles de barrage de phase pour les 6 HAPS, la détermination de la commande pour les différents champs primaires, qu'ils soient d'apprentissage ou de validation, l'estimation des volumes de transfert H et G qu'on a ici, la phase d'apprentissage qui passe par la stratégie de minimisation de la pression acoustique de la puissance pour obtenir les IOP-COT pour les différents champs primaires d'apprentissage et en déduire les matrices de compensation M et K. Et enfin, la mise en place de la stratégie de compensation avec les champs primaires de validation. Donc on définit différents essais, donc 8 essais différents, qui permettent d'étudier différentes variables, donc la fréquence en 800 et 1000 Hz, la distance entre les sources secondaires et les microphones entre 100, 150 et 200 mm, les deux configurations sont étudiées, et un nombre de HAPS qui varie. Typiquement, les essais de 1 à 4 sont réalisés avec 6 HAPS, et de 5 à 8 avec 5 HAPS. L'ensemble l'analyse réalisée en régime étalé ne vous intéresse pas du tout à la phase transitoire, et donc on mesure la puissance acoustique avant et après contrôle actif pour étudier les performances de contrôle. L'ensemble des codes de contrôle et d'analyse sont réalisés sur MATLAB Simulink, et on utilise une façon temps réel Speedgoat pour commander les différents éléments et acquérir les différents signaux de pression et d'étude. Donc ici on présente deux essais. Donc le premier essai qui est un essai, le C5 dans la nomenclature, donc un essai à 1000 Hz avec une distance entre les sources secondaires et les microphones internes de 200 mm. 5 HAPS sont utilisés et donc à cette fréquence-là on a 5 modes propagatifs, donc on a utilisé 5 champs primaires d'apprentissage. Donc on a en haut l'analyse spectrale du champ avant contrôle, donc on voit l'apparition d'une raie à 1000 Hz de 123 dB et l'apparition des raies à 2000 et 3000 Hz de 111 et 108 dB. Et 100 dB, pardon. Et après contrôle, on voit une atténuation de 22 dB de cette raie fondamentale.
En revanche, comme c'était prévu, on a une augmentation significative des harmoniques de rang supérieur, donc à 2000 et 3000 Hz, ce qui fait qu'on a une atténuation certes souhaitée, comme on le souhaitait de la relève fondamentale, mais une augmentation des harmoniques, et donc au final l'atténuation du champ global n'est pas forcément visible. On a une convergence de la commande, donc ici on a la commande U appliquée à chaque ADHAPS, donc en amplitude et en phase. La commande converge assez rapidement, autour de 20 secondes, donc entre 10 et 30 secondes, on voit qu'on a une convergence qui est réalisée sur l'amplitude, et également sur la phase, ce qui veut dire qu'on a une bonne estimation des matrices de transfert H et G, qui permet d'arriver rapidement à la commande optimale. Ici, on trace l'évolution de la pression aux 6 microphones en champ proche et l'atténuation moyenne qui va être le trait en pointillé. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a certes atténué de 22 dB à l'extérieur la puissance acoustique, mais on n'a que 13 dB d'atténuation en champ proche. Donc on retrouve bien des résultats similaires aux animations qu'on a pu voir dans l'étude numérique. Une atténuation beaucoup plus faible au microphone en champ proche pour une atténuation globale au final à l'extérieur du conduit. Et enfin, on trace l'erreur Y-mu sur chacune des unités et l'erreur moyenne, on va dire, avec entrée en pointillé. Et on remarque qu'on a une belle atténuation de cette erreur. Sans arriver à l'atténuation globale, on a une erreur résiduelle de 40 pascal après contrôle. Donc ce résultat montre bien la faisabilité du contrôle avec 5 HAPS et le fonctionnement de la compensation pour arriver à des atténuations supérieures à 20 dB de l'arrêt fondamental. Le second essai que je vais mettre en lumière est un essai également à 1000 Hz, donc les mêmes caractéristiques que l'essai 5. Donc essai à 1000 Hz, 5 HAPS sont utilisés, 5 contre-propagatifs toujours, mais on a rapproché la couronne de microphone des sources secondaires. Donc on n'a plus que 100 mm sur ces deux entités. Donc on marque toujours sur les deux, sur l'analyse spectrale avant-après contrôle, l'atténuation toujours de 20 dB, autour de 20 dB de la puissance acoustique rayonnée à la fréquence fondamentale, l'augmentation des harmoniques et des rangs supérieurs comme c'était prévu, la convergence qui est toujours aussi rapide de la commande en amplitude et en phase. Cependant, sur la mesure de la pression acoustique en champ proche, on voit que l'atténuation est beaucoup plus faible, autour de 7 dB, alors qu'en avant on avait 13 dB. Donc on voit qu'on a davantage d'effets de champ proche du fait du rapprochement de la couronne de microphone. Donc l'atténuation au microphone au champ proche est beaucoup plus faible, comme carrément été prévu sur l'étude en numérique. Et on remarque qu'on a toujours une erreur résiduelle qui demeure ici autour de 100 pascal dans ce graphique-là. Donc cette étude-là, étude 7, montre bien l'intérêt de la compensation avec une atténuation beaucoup plus faible de la pression acoustique au microphone interne. Donc quand on réalise l'ensemble des tests qui étaient prévus, donc les 8 tests, on voit qu'on a obtenu sur l'ensemble des résultats 20 dB d'atténuation. Pour les C4 qui a été problématique par rapport à des problèmes de linéarité de la valve de régulation de débit. Donc ces atténuations de 20 dB montrent bien 2 points. Tout d'abord la stabilité et la précision des HAPS. Donc on a vu précédemment au début de cette étude qu'on peut traduire la précision, l'atténuation de 20 dB en précision sur les sources secondaires. Donc on a bien une atténuation qui est suffisante pour atteindre ces 20 dB d'atténuation. On a validé la phase d'apprentissage de la matrice de compensation et également évidemment la compensation par rapport à la phase à la stratégie de minimisation de la pression acoustique au microphone en champ proche. L'intérêt de la compensation est renforcé quand on rapproche la couronne de microphone en champ proche des sources secondaires, pratiquement visible pour les essais à 100 mm, et on garde toujours qu'on a une erreur résiduelle, qui arrive sur l'erreur Y-mu. Et enfin, le dernier point qui est intéressant sur ce tableau est les essais 7 et 8 qui ont les mêmes caractéristiques d'essai. La seule différence, c'est le champ primaire de validation qui change. Donc on voit qu'on a dans les deux cas une atténuation de supérieure à 20 dB sans réapprendre la matrice de compensation. On garde la même matrice de compensation M, juste en modifiant le champ primaire. On voit que le système arrive à suivre et permet à la fin d'obtenir des atténuations acceptables. La convergence a été rapide, comme on l'a vu sur la commande en amplitude et en phase. Le reste à l'aspect n'a pas été optimisé dans l'étude, ce qui montre bien une bonne estimation des matrices de transfert et la rapidité des boucles et de phase. Enfin, la preuve de l'utilisation de 5 HAPS a été formulée. Avec 5 HAPS, on arrivé à des atténuations qui sont les mêmes qu'on avait 6 HAPS sur les 30 premiers essais. Donc 1, 2, 3, 6 HAPS et 5, 6, 7, 8, 5 HAPS. Donc on a les mêmes atténuations, ce qui montre bien que 5 HAPS suffisent à contrôler les 5 modes propagatifs dans le conduit. Donc enfin, en conclusion, on peut dire qu'on a présenté deux études. La première qui est une étude monovariable qui a montré la preuve de concept
d'un contrôle actif avec un HAPS, une source brevetée au sein du laboratoire, 2 champs acoustiques primaires tonaux de très fin niveau, toujours de 140 dB en conduit dans la veine de 2 pouces de côté, et elle permet d'extrapoler ces résultats-là dans une optique multimodale, avec tout d'abord une étude analytique qui a vu la conception et la mise en place d'une stratégie de compensation basée sur une méthode d'apprentissage des matrices de compensation, la conception d'un modèle numérique qui a validé les performances attendues pour la stratégie de compensation versus les autres stratégies de contrôle, et la conception d'un banc d'essai modulaire évidemment. Et enfin, l'étude expérimentale a montré la preuve de concept du contrôle actif multimodal avec une démonstration de l'efficacité de la stratégie de compensation, la validité, l'apprentissage avec des signaux réels, l'utilisation de la configuration 2 qui a été la plus utilisée dans nos essais, qui est la plus courte, qui montre bien la sensibilité du contrôleur à des configurations beaucoup plus courtes. Et donc enfin, on peut conclure sur les travaux futurs de ce projet, avec un travail important sur la diminution des harmoniques de rang supérieur au fondamental, pour avoir une validation plus globale du champ acoustique, et ne pas renforcer ces harmoniques de rang supérieur. Donc c'est un travail qui va être basé sur l'optimisation des HAPS, comme précédemment dans l'état de l'art. Le pilotage du contenu modal doit être fait lors du contenu spectral doit être fait lors de la conception des HAPS. L'étude des phases transitoires, que ce soit des équilibrages de phase ou du contrôleur pour une optique, une application en nacelle, donc les phases d'approche et de décollage, ou une variation du régime moteur et donc forcément du champ primaire. L'utilisation de conditions d'étude plus proches de celles en nacelle, avec l'ajout d'un écoulement pour les performances de contrôle, l'étude de cet impact et l'étude de l'impact du nombre de HAPS mis en conduit. On a vu que l'atténuation est traduisible avec une contrainte de précision des HAPS. Quand on augmente le nombre de HAPS, la contrainte de précision doit être plus forte. Donc d'étudier quel est l'impact au final quand on augmente le nombre d'HAPS placé en conduit. Et enfin, ce type d'utilisation de dispositif peut être utilisé en d'autres applications. On peut cibler typiquement les ventilations industrielles, comme l'a fait Sommerfeld, ou les échappements de véhicules thermiques, où on trouve des écoulements dans des conduits avec des forts niveaux tonaux. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre.